Tu dis écoute active, c'est-à-dire OK. C'est vraiment comprendre la personne en face de toi, lui poser des questions, creuser les bons mots, etc. Tu vois? Beaucoup de personnes écoutent, mais n'entendent pas. Bonjour Gaëtan, je suis content de te voir pour cet échange qui va être très constructif, vu qu'on va pouvoir parler acquisition, closing, vente, et parler de tout ce système aujourd'hui avec toi. Donc c'est pour ça que j'avais hâte d'échanger avec toi pour en savoir un peu plus sur ta vision du marché, ta vision du monde, et puis bien comprendre en quoi, euh, en quoi les tunnels de vente via les quiz sont aussi l'avenir qui arrive, tout simplement. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour l'audience rapidement, Gaëtan, pour ceux qui ne te connaissent pas, et apporter un maximum d'éclaircissement sur tout ça? C'est tout l'objectif. En tout cas, je suis content que tu puisses m'inviter et qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait pas mal parlé sur Insta, LinkedIn. On n'avait jamais réussi vraiment à se caler une date pour se faire un petit call, une petite visio pour parler de tout ça. Donc, pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Gaëtan Lepelletier. Depuis un peu plus de 2 ans et demi, je mets en place des quiz funnels pour les coachs, les infopreneurs qui font généralement 15, 20, 30 cas par mois et qui veulent aller chercher plus de chiffre d'affaires, réduire aussi leur coût d'acquisition client et avoir des prospects plus qualifiés. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance de pouvoir bosser avec des personnes comme Mathis Chloé, Alec Henry, des personnes comme Sequoia aussi dans tout ce qui est bourse, investissement, dans de la perte de poids. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir bosser avec une pluralité de personnes comme ça. Et ouais, principalement ça. Et le but, ça va être de pouvoir démocratiser et éduquer encore plus les gens sur les quiz parce qu'aux US, tous les plus gros infopreneurs en fait ont des quiz. Donc voilà, on n'est qu'au début. J'espère que ça va bien se passer pour les prochains mois, prochaines années. Mais bon, de ce que je vois, Nick Setting a mis en place un quiz il n'y a pas longtemps, donc ça devrait le faire. Ouais, trop bien, trop bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été développé maintenant il y a quoi? Il y a 2-3 ans, je crois. C'est Hormozy qui l'avait sorti en premier, après son workshop. En soi, les quiz, ça fait longtemps que ça existe. Ça a été créé par Ryan Levesque, qui est un Américain. Il a créé ça, je pense que ça fait plus de 10 ans que ça existe, pour être transparent avec toi. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été utilisé, entre guillemets, à son plein potentiel. Ryan Levesque a fait ça pendant très longtemps, justement, sa boîte qui s'appelait, c'était pas Ask, c'était Bucket, Bucket.io. Elle a été valorisée dans les 500 meilleures entreprises aux US. Il a créé un SaaS, etc. avec ça. Et il a fait des millions, tout simplement, avec les quiz pour ses clients et dans plein de secteurs différents. Et au final, il n'y a pas longtemps, il a revendu son SaaS, il a tout arrêté. Et maintenant, je crois il est jardinier ou il est fermier il a son cortex préfrontal qui a pété, quoi. Et du coup, il s'est mis dans la campagne et il profite de la vie avec sa femme et ses enfants. Mais ça fait pas mal de temps que ça existe, pour le coup, ça fait un peu plus de 10 ans, je pense. Mais c'est encore, là, on commence à sentir que c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et je pense que d'ici quelques mois, ça prendra autant d'ampleur que tout ce qui est VSL, webinaire, etc. aujourd'hui, quoi. Ok, écoute, trop bien, trop bien. Et puis pour ceux qui vont me voir et qui ne me connaissent pas, moi c'est José, donc je suis un ancien HES d'une des plus grandes agences de closing de France. J'ai formé plus de 400 sales sur les dernières années et j'ai monté des systèmes qui me permettaient de générer 1,3 million de chiffre d'affaires par mois en gérant 60 sales au quotidien sans faire de burn-out, bien sûr, parce que ça a failli arriver, mais c'est pas arrivé. Super. Eh bien, écoute, dans un premier temps, moi, ce qui m'intéresse, Gaëtan, c'est toute la partie tunnel de vente aujourd'hui via le quiz funnel, parce qu'on sait que sur le marché aujourd'hui, le plus gros challenge en termes d'acquisition, c'est le coût par lead qui est en train d'exploser. Année après année, il ne fait qu'augmenter. Et voire même, j'ai vu certains business récemment qui se sont retrouvés avec des coûts par lead qui ont triplé en l'espace de quelques semaines. Qu'est-ce que tu en as fait, toi, comme constat sur les dernières années, justement, par rapport à ça? En soi, il y a une data qui est importante. Le coût par lead, quand on entend coût par lead, il y a plusieurs personnes qui ont des significations différentes par rapport à ça. Est-ce que c'est le coût par prospect, du coup, un prospect qui s'obtient, qui donne ces informations, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre un rendez-vous avec toi? Alors, le coût par lead, c'est le coût par lead. Donc, la personne qui a opt-in, ça devient un lead. Si Ok. elle place un call, pour moi, c'est du call, c'est du coût par call booké. Coût C'est du par rendez-vous. CPC. En soi, pour moi, le fait que le coût par lead augmente, ce n'est pas un problème. Il faut juste qu'il augmente pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes sur plein de marchés qui vont avoir des coûts par lead qui vont augmenter tout simplement parce que leur funnel n'est pas optimisé, parce que le marché commence à être de plus en plus éduqué à tout ce qui va être VSL, etc. Et les gens sont de moins en moins dupes. Donc au final, le coût par lead augmente dans ce cas-là pour les mauvaises raisons, parce qu'il y a une crise de la confiance, il y a un manque de valeur perçue. Par contre, il y a un autre point qui est intéressant, si le coût par lead augmente,
juste parce qu'on augmente la friction aussi. C'est tout ce qu'on fait Mm. justement sur le quiz. Nous, on a des coûts par lead qui sont parfois un peu plus élevés que certains funnels, bien que ça reste assez correct, mais on peut aller chercher des leads qui sont beaucoup plus qualifiés. Parce que quel prospect va prendre 5-10 minutes de son temps à répondre à un quiz, qui fait une vingtaine de questions, qui va aller jusqu'au bout, qui va mettre ses informations. Il n'y a que les prospects qui sont qualifiés, qui ont une vraie douleur, une vraie problématique. Et c'est pour ça que nous, on a des coûts par lead qui sont assez élevés en soi, mais derrière, la data la plus importante pour moi à regarder, c'est vraiment le coût d'acquisition. C'est le coût d'acquisition de client qui définit en fait si Mm. ton funnel est bien ou s'il n'est pas bien. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir un coût par lead à 50 balles si on a un coût d'acquisition à 200 balles derrière. Par contre, avoir des leads à 3 euros et des coûts d'acquisition à 500 balles, là, ça commence à m'embêter un petit peu. Donc, c'est vraiment ça l'objectif du quiz, c'est d'avoir des coûts d'acquisition qui baissent. Et le coût par lead, c'est une data que je ne rate pas trop en ce moment. C'est pas ma Ouais, data. ok. Non, mais c'est bien. Et je pense que tu as raison, parce que beaucoup de personnes elles sont focus sur ce sujet-là. Mais au Ouais. final, si tu as des leads J'ai vu trop de fois des leads à 3 balles qui arrivent en volume de fou furieux et que tu as les closers derrière, ils perdent leur temps parce que c'est pas quali du tout, c'est broke, il n'y a pas d'oseille, c'est au RSA, ou alors c'est ouais, bah, j'ai cliqué, j'étais aux Merci. toilettes, tu vois. Donc, c'est une perte de temps monumentale, alors qu'à côté de ça, j'ai vu des coûts par lead complètement insane à 50, 60 balles. Par contre, le taux de closing derrière, ça y allait, donc tu étais vachement rentable. Et c'est ça ce qu'il faut voir en fait, c'est vraiment comme tu l'as dit, c'est le coût par acquisition client qui dicte la chose. Si ton coût d'acquisition client te coûte 10% de ce qu'il va te rapporter et qu'en plus de ça, tu as de la LTV derrière parce que tu vas le suivre sur le long terme, ah, tu t'en fous. C'est un peu comme tous ceux qui font de la pub en immobilier, tu vois. Tu vas avoir un coût par lead. Allez, je te donne un exemple, je ne connais pas les prix du marché, mais imaginons à 500 balles, si le mec il te prend une maison à 140 bars, tu t'en fous, quoi. Ouais, tu as une bonne combinaison derrière, donc tu fais fois 10. En fait, le but, c'est d'avoir un bon ROAS. Le ROAS, c'est le retour sur investissement pub. Et en fait, un bon ROAS, dans mon cas, ce que je veux aller chercher à chaque fois que mes clients, c'est au minimum. Après, ça dépend vraiment du budget publicitaire. Plus tu as ton budget publicitaire qui augmente quand tu dépenses 50, 60, 100K par mois en ads, forcément que c'est plus compliqué d'aller chercher des ROAS à 10. Mais l'objectif, vraiment, quand tu dépenses entre 1000, 10 000, 15 000 euros par mois en ads, c'est d'aller chercher du ROAS à 8, 10, stabiliser à ça. Et après, pouvoir augmenter les différents paliers. Après, dans tous les cas, dès que tu augmentes, tu vas passer à 7, 6. Et le but, c'est toujours d'aller chercher un maximum de cash avec le même budget pub, quoi. Donc, C'est fou, tu vois, parce que tu es même meilleur que sur les Webby, ou sur les Webby, arrivé au bout d'un moment, tu arrives à stagner à 4, 5 de ROS, quoi. 4, 5, 6. en soi, les Webby, selon moi, dans tous les cas, pour être transparent avec toi, tous les tunnels de vente fonctionnent. Là-dessus, les Bien sûr. VSL, ça marche, les Webby, ça marche, les profils funnels de Nick Setting, tout fonctionne. En fait, tout va dépendre du niveau de maturité de ton marché. Tout va dépendre du niveau de maturité de ta cible et de ce que tu proposes aussi. Par exemple, je sais que dans tout ce qui est perte de poids, etc., les gens sont de plus en plus éduqués à tout ce qui est VSL. Les gens voient des VSL, il y a tout ce qui est Papa in Shape, il y a tout ce qui est même Mama in Shape et toutes les personnes qui font ça. Je sais plus comment il s'appelait, celui qui forme du coup des coachs sportifs à aller chercher plus de clients sur de la perte de poids, mais c'est des copier-coller. C'est des tunnels de vente copier-coller, même promesses, même truc, donc les gens sont éduqués. Maintenant, ce qui différencie, c'est via le quiz. Personne n'a vu encore d'approche personnalisée. Les gens n'ont pas encore vu ça. Du coup, c'est tout nouveau. Donc au final, les coachs sportifs, ceux qui font de la perte de poids, qui vont se positionner sur ce type sur de quiz, ils vont avoir un marché qui est juste énorme, ils vont pouvoir rafler tous les bénéfices parce que les gens ne sont pas encore éduqués à ce type de méthode d'acquisition. Donc c'est forcément plus simple aussi de closer derrière. Tandis que sur une VSL, c'est un peu plus compliqué maintenant, c'est coach sportif. Mais après, en soi, tout fonctionne, tout dépend du niveau de maturité, du cash que tu es prêt à mettre en ads aussi. Webby, il faut être au moins prêt à mettre 10 000 balles minimum par mois. Donc, il faut être présent. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, tout dépend de tes priorités en soi. Mais tous les tunnels de vente ont des forces, tous les tunnels de vente ont des faiblesses. Il faut juste trouver celui qui fit bien sa situation, quoi. Ouais, qui fit bien la situation, que tu sais que ta cible, elle est sensible à ce modèle-là, et puis de faire avancer les choses, hein. C'est pareil, hein, tu n'es pas à l'abri de devoir faire du Webby pendant 2-3 ans, et puis au bout d'un moment, le Webby commence à s'épuiser, il va falloir trouver un autre système d'acquisition, et c'est pour ça qu'on multiplie les systèmes d'acquisition, forcément. Par contre, il y a un sujet qui est super intéressant que tu as énoncé tout à l'heure, c'est la friction. Tout le monde dit qu'il faut minimiser la friction. Quelle erreur, mais quelle erreur. Ça dépend de l'objectif, en fait. C'est-à-dire que si ton but est d'avoir un maximum de calls
peu importe s'ils sont qualifiés ou pas, bah, mets zéro friction. Mets ton calendrier en ads direct. T'emmerdes pas, tu mets ton calendrier en ads, tu leur promets monts et merveilles et tu auras plein de leads, tu auras plein de calls, ce sera génial. Maintenant, après, est-ce que tu auras des calls quali? C'est une toute autre histoire pour le coup. Donc, plus il y a de friction, pour moi, après, bien sûr, il ne faut pas avoir trop de friction non plus, mais de la bonne friction, ça permet vraiment de bien qualifier les prospects et tu ne perds pas de temps. C'est ça le plus important de toute façon, et tu closes. C'est ça. Et surtout, ce que je vois comme gros avantage, toi, dans le quiz funnel aujourd'hui, c'est que vu que le mec, il s'est engagé, il a rempli 10, 15 questions au préalable et il obtient à la fin pour avoir son résultat, bah, il se dit, putain, attends, j'ai pas fait tout ça pour rien quand même, tu vois. Je vais rentrer mon numéro de téléphone pour recevoir sur WhatsApp mon petit plan d'action, tu vois. Et c'est ça la force du quiz funnel que tu retrouves très peu ailleurs parce que le filtre finalement sur VSL, sur Webi ou sur tous les autres canaux que tu peux trouver, aujourd'hui, c'est le questionnaire via Calendly ou via le logiciel de prise de rendez-vous que tu utilises. Ouais, Et tu ne peux pas te permettre d'avoir 15 questions parce que généralement, ils sont déjà passés par tout le tunnel. Et ce qu'il faut faire, c'est minimiser l'impact pour éviter la friction, justement. Donc, tu rajoutes des cases à cocher ou tu choisis des listes déroulantes pour que les gens sélectionnent très vite. Ouais, ah, et c'est là, il y en a beaucoup qui font cette erreur, c'est que du coup, alors, la première friction sur tout ce qui est VSL, Webi, ça va être l'opt-in, mettre ses informations, donc soit s'inscrire, soit mettre ses informations pour aller voir la vidéo, donc la VSL. Après, du coup, tu regardes la vidéo, sauf que là, il y a un problème, selon moi, c'est qu'une personne qui a juste mis son opt-in ne va pas être suffisamment engagée, suffisamment attentive à la vidéo ou potentiellement aussi au webinaire, dans le sens où il n'y aura pas eu assez d'efforts fournis par la personne. Il y aura aussi potentiellement, pas parce que tu as mis une super headline que la personne verra une grosse valeur perçue. Ça, c'est important aussi à prendre en compte. C'est beaucoup plus simple, ça, j'aime beaucoup le dire, c'est beaucoup plus simple de convertir les prospects en leur posant des bonnes questions qu'en leur apportant des bonnes réponses. Donc, toutes les headlines avec découvre la méthode XYZ qui va te permettre de perdre 12 à 18 kilos sans effet yo-yo grâce à machin chouette, c'est des headlines qui vont vraiment être basées sur du coup, le désir de la personne, mais c'est des headlines qui sont vues et revues. Il n'y a pas forcément une grosse valeur perçue. Ça répond à une question et ça pose pas de question, justement. Et en fait, à la fin du quiz, les prospects, généralement, ils arrivent sur des vidéos qui sont personnalisées. Et donc là, derrière, ils sont beaucoup plus attentifs à leurs résultats parce qu'ils vont se sentir compris, considérés, écoutés. Et ça, même dans les sales, c'est hyper important d'avoir cette. Enfin, faut que le prospect ait cette sensation qu'il a été compris. Est-ce que tu me le confirmes, ça? Forcément, forcément. De toute façon, si dans ta partie sales, tu vas pas chercher les informations et tu te mets pas dans ces bottes, tu closeras pas parce que tu présenteras ton offre de façon générique et il y a 90% de chances que le mec ne passe pas à l'action, donc ça n'a aucun sens. Et comment tu veux t'assurer de pouvoir l'aider si aujourd'hui tu lui poses pas les bonnes questions pour le préqualifier en amont? Parce que beaucoup de personnes oublient, beaucoup de personnes oublient à la fois et se disent la vente et le marketing, c'est deux pôles différents dans une boîte. Alors, c'est deux pôles différents, oui et non, dans le sens où il y a toujours un head of sales, un head of marketing arrivé à un stade, donc ce qui fait que les gens pensent que c'est deux pôles. Mais en fait, la vente, c'est juste la dernière étape du marketing aujourd'hui. Ouais. Et ça, très peu de personnes l'ont compris encore, tu vois. Faut pas oublier qu'un sales, c'est pas le mec qui doit aller forcément aller chercher l'argent. C'est le mec qui doit s'assurer que la personne, elle est dans la situation où on peut l'aider, qu'elle a les problématiques qu'on résout et qu'on est sûr qu'il y a un fit entre les valeurs de la boîte et cette personne. Parce que s'il n'y a pas de fit, imaginons la personne, elle investit chez toi. Le closer, il force la vente de façon agressive. Tu la closes. Si derrière, tu ne peux pas l'aider, qu'est-ce qui va se passer? La personne ne va pas être contente, elle va demander un refund, elle va te laisser un avis négatif parce que tu as fait perdre ton temps et parce qu'elle a eu une mauvaise expérience avec le sales. Donc, tu as tout à y perdre si tu prends les mauvaises personnes. Ouais. Ça, c'est une erreur que fait beaucoup de personnes, malheureusement. Et ça prend Faire beaucoup rentrer d'énergie. du cash pour faire rentrer du cash, c'est toujours mauvais dans un business. Toujours. Ça crée beaucoup de. Comment ça s'appelle? En fait, c'est beaucoup d'énergie mentale, que ce soit pour la personne qui est accompagnée, donc celle qui a payé, ou que ce soit pour la personne qui accompagne. Au final, tu commences à faire des. Comment ça s'appelle? Généralement, dans les appels de closing, quand tu forces un peu la vente, tu vas souvent faire des compromis. Ah bah tiens, on peut rajouter ça en plus, mais tu payes rien, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et au final, celui qui trinque, c'est celui qui doit délivrer le service derrière, et il se retrouve à devoir faire des trucs qui n'étaient pas prévus de base, etc. Et donc après, ça peut vite devenir anarchique, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Bah, d'ailleurs, c'est une des grosses erreurs, hein, c'est que les gens commencent à baisser leur prix. Il faut jamais baisser son prix. Le signal que tu envoies, c'est bon bah écoute, j'ai surévalué mon prix, donc vas-y, je le descends avec grand plaisir. Ou alors, tu sais, ça fait un peu technique de vendeur de voiture, tu sais, tu gonfles le prix sur l'annonce, tu vois. Et puis le mec, il arrive, tu lui dis bon allez, vas-y, je te fais cadeau de 1000 balles. Un petit cadeau comme ça, où ça sort, mais bon, vas-y. Ah, tu rigoles, mais le pire, c'est que moi, j'ai bossé en concession, donc je peux t'en parler, hein, mais c'est une technique qui est très utilisée en concession sur les voitures neuves et d'occasion. Ah ouais? On gonfle artificiellement les prix, tu vois, Ok. et comme ça, on a une marge de négo. Ah. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu peux vendre la voiture au prix gonflé ou pas? Ah Si bah, jamais si le mec il est prêt à payer. à l'acheter plein pot, il la prend plein pot, hein, et ça te fait de la marge en plus, forcément. Parce que, ok, ah, c'est vicieux ça quand même. C'est des petites techniques qui sont vicelardes. Surtout que c'est pour des voitures, quoi, ça coûte quoi? Une voiture aujourd'hui, c'est. En vrai, ça coûte cher. Maintenant, les voitures neuves, c'est au moins 20, 25. 20, Ouais, pour 25 les plus petits modèles, ouais. pour les petits modèles. Donc, et du coup, là, par exemple, les 1000 euros supplémentaires, c'est en fonction du tarif de la voiture? Ou est-ce que, bah, par exemple, on va dire, bah, tiens, on augmente de 10% par voiture? Prix C'est- affiché, au prix affiché. oh là là. T'as toujours la marge de négo qui est prise en compte sur les prix affichés. Ah, parce qu'on peut négocier nos voitures, du coup, en concession. Ah, c'est tout le but. Je ne savais pas, tu vois. Je ne savais pas qu'on pouvait négocier. Ah, si, si, tu vois. D'ailleurs, beaucoup de gens veulent négocier leur carte grise. C'est normal, tu Ah vois. oui, ouais, je capte. J'ai Ah, tu capté. leur fais un cadeau, mais en fait, tu l'as déjà pris en compte dans la marge. Hmm. Et du coup, au final, la personne qui achète, elle se dit, bah, tiens, il a été super gentil, etc. Il nous a offert la carte grise. Alors qu'au final, que niveau L'expérience client. bah, de toute façon, c'est ce qui prime le plus, hein. Ça commence bah, dans tous les cas dès la première fois où la personne va te voir, que ce soit via du contenu ou autre, mais aussi bah, avec les sales. Et c'est là où justement je suis assez curieux d'avoir ton retour là-dessus. Comment est-ce que en tant que sales, tu peux vraiment garantir à la personne, entre guillemets, qu'elle a fait le bon choix et déjà la mettre, comment je peux te poser cette question-là? Je l'avais bien formulée dans ma tête. La personne, elle arrive. En fait, comment tu peux donner une expérience XXL à la personne, vraiment 5 étoiles, dès Ouais. qu'elle arrive en appel avec toi en sales pour faciliter par la suite le closing? OK. Alors, il y a plusieurs sujets dans ta question. Le premier sujet, c'est la phase de connexion. Avec quelle énergie tu vas arriver sur l'appel? Quelles sont les premières questions que tu vas poser? Si tu poses les mêmes questions que tout le monde, son cerveau va te mettre dans le même sac que tous les commerciaux, Ok, déjà. ça c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle du pattern interrupt. Nous, si tu préfères, bon, je pense que dans le marketing, tu en fais aussi, hein, vu que tu es sur les réseaux comme tout le monde, etc. Donc, le pattern interrupt est là pour vraiment désengager la partie reptilienne de ton cerveau, qui est la partie de sécurité, entre guillemets. Ok, D'accord? Pour te faire simple, quand tu as un danger dans ta vie, que ce soit ou une situation désagréable, c'est ton cerveau reptilien qui prend le dessus et qui dit: «Oh attention là, notre survie elle est en danger, on se met en sécurité, on bouge pas de notre zone de confort», tu vois? ok, Une objection client, c'est dans 98 des cas, son cerveau reptilien qui prend le dessus sur la raison. C'est pour ok. ça que c'est important de la creuser et de poser les bonnes questions derrière. OK? Parce que typiquement, quelqu'un qui te dit: «J'ai besoin d'y réfléchir», ça veut rien dire. Si tu as bien fait ton appel, Ouais. tu vois? Tu as bien fait ton appel, tu as fait, l'étude de ses besoins, l'étude de ses objectifs. Si tu as été jusqu'à ton pitch, ça veut dire que tu sais que ta solution, elle peut lui permettre d'atteindre ses résultats. Mhm. Donc ça vient comme une suite logique et comme, une réponse logique à ses besoins. Forcément. Donc pourquoi le mec il te dit: «J'ai besoin de réfléchir»? Ça n'a pas de sens, tu vois? C'est un écran de fumée. Derrière, il y a une objection qui est beaucoup plus forte ou quelque chose, un manque de valeur perçue, manque de confiance. C'est quoi, selon toi, euh, les principales causes, par exemple, de pourquoi une personne va dire, bah, tiens, je vais y réfléchir? Au-delà du fait que bah, c'est peut-être trop cher pour elle ou autre, les causes que tu as le plus vues, toi, en tant que sales, Ouais. et Je vais voilà. juste finir sur la partie, expérience client XXL Ouais. avant et je vais répondre à ta question. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est de bien présenter son offre. Il faut que
Tu ne balances pas tout ce qu'il y a dans l'offre point par point, faire du value stacking comme on le fait en marketing. Ça ne fonctionne pas dans la partie sales. Les gens veulent du personnalisé. Et c'est pour ça que tu fais une présentation d'offre en fonction de ses besoins, ce qui va te permettre, en fait, que dès que la personne va passer de l'autre côté, va signer avec toi, va passer de l'autre côté, elle va se retrouver confrontée à tous tes bonus et elle va se dire « Waouh, je ne pensais pas qu'il y avait tout ça, quoi. C'est ouf, quoi. Je viens de signer pour des trucs que je ne savais pas qu'il y avait dedans. J'ai plein de cadeaux. C'est ouf. » Ah, du coup, ça veut dire que du coup, dans l'appel de closing, entre guillemets, enfin, tu vas lui pondre le service qui est vraiment sur mesure, fait pour lui, etc. Et une fois qu'il a payé, derrière, il aura encore plein d'autres bonus. Mais on n'aura pas évoqué ces bonus-là durant l'appel, c'est ça? Exactement. Et cette phase-là, elle est super importante parce que les études ont montré que ton prospect sait s'il va re-signer chez toi ou pas dans les 24 premières heures de tout ce qui va se passer dans les 24 premières heures après la signature. Ok. Bonus, la personne ne sait pas. Et donc, c'est vraiment au niveau des 24 heures après que la personne ait acheté que là, il faut envoyer un maximum de valeur au niveau des bonus, au niveau même peut-être de la social proof, mettre beaucoup, beaucoup de proof pour en fait lui confirmer qu'elle a fait le bon choix pour que son cerveau soit rassuré sinon. Alors, tu as cette partie-là, mais tu n'as pas forcément besoin d'apporter de la social proof, tu vois, ça fait Ok. trop marketing. La personne, elle a décidé de passer à l'action, donc ça, c'est très positif. Mhm. Maintenant, c'est de la réassurer. Je donne souvent un exemple assez simple aux sales. Demain, tu prends ta copine, ta femme, elle va dans la rue où il y a tous les magasins de fringues, tu vois. Mhm. Tu l'as invitée à aller manger au resto ce week-end. Premier truc que fait une femme, aller chercher une belle robe pour la soirée, pour te faire plaisir, tu vois, normal. Même si elle va s'en servir qu'une seule fois, il suffit qu'il y en ait une qui lui tape dans l'œil dans une vitrine, elle va rentrer dans le magasin, elle va ressortir avec la robe. Ouais. L'achat se fait sur le coup de l'émotion, d'accord? Ouais, je vais être super belle pour lui au restaurant et compagnie. Sauf que une fois que cette émotion commence à descendre, donc quand elle a passé la carte, qu'elle sort de la boutique, le cerveau rationnel va prendre le dessus et là, elle va se justifier à elle-même son achat. C'est-à-dire, ouais, il va être super contente, c'est le genre de robe qu'il apprécie, puis on va pouvoir bien s'amuser. En plus, après ça, on a prévu d'aller en boîte ou je ne sais quoi, tu vois? Et toutes les excuses possibles et toutes les justifications possibles vont rassurer, son acte sous le coup de l'émotion. Donc quand tu as compris ça, en fait, tu peux aller beaucoup plus loin sur ta partie sales. C'est-à-dire que ton closer, une fois qu'il a closé, Mhm. bah, c'est lui dire de donner toujours les prochaines étapes. Comme ça, la personne, elle sort de l'appel, elle est rassurée, elle sait ce qui va se passer dans les prochaines étapes. Bon, bah, tu vas recevoir un mail avec l'accès à ton espace de formation. Mhm. Avant ça, tu vas avoir un petit formulaire à remplir. Comme ça, je vais avoir toutes les informations pour commencer à travailler sur le sujet beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a vu pendant cet appel. Et à côté de ça, tu vas retrouver pas mal de ressources qui vont déjà pouvoir t'aider à appliquer certaines choses dès ce soir dans ton activité pour que dès demain, tu aies déjà des résultats différents. Ouais, là. Et là, avec ça, t'es forcément beaucoup plus hype, quoi, de passer à l'action. T'as Tu envie as de passer. la hype. Si derrière, tu as un bon système d'onboarding Ouais. qui prend pas 3 jours à onboarder les clients, forcément, et qu'à côté de ça, vu que tu as fait une présentation d'offre spécifique et que tu n'as pas présenté tout ce qu'il y a dans ton offre à 300%, la personne, c'est comme si elle ouvrait son paquet cadeau, tu vois, et qu'elle se disait attends, mais il y a plus de trucs que prévu. What the fuck? Il y a Tu la vois. Play 5, mais il y a 6 jeux à côté que j'avais pas prévu, quoi. Exactement, tu vois. Et ça change toute la perception de ton service. Toute. Et c'est super important. Notamment, tu vois, et c'est Apple qui a été le premier à le mettre en place, le packaging. Ça, je Beaucoup l'ai- trop sous-estimé, mais beaucoup trop fort. C'est l'expérience client, le packaging. C'est le premier Ça truc. apporte C'est le premier truc tactile au toucher, déjà, dans un premier temps, et visuel. Et quand tu ouvres la boîte de ton iPhone et que tu le vois là devant toi avec son petit film et tout, tu te dis, wow, quand même, Ça pèse, c'est il est beau stylé. mon achat, tu vois. Il est stylé mon achat. Bah nous, sur de l'infoproduit et sur du business en ligne principalement, on n'a pas cet aspect packaging. Donc c'est à nous d'apporter une expérience unique à nos clients pour qu'ils puissent ressentir la même chose que quand ils ouvrent cette foutue boîte d'iPhone. Ouais, qui est petits papillons dans le ventre, limite, où ils se disent, putain, mais
En fait, j'ai tellement bien fait de passer à l'action. C'est tellement le meilleur choix que je vais faire cette année, de passer à l'action avec toi, José. Ça, c'est le... Exactement. Et après, c'est plus simple aussi, tout simplement, de créer cette confiance et de pouvoir les upsell derrière. Ah bah de toute façon, c'est là que ça se joue, hein. Dans les 24 premières heures, la personne sait si elle va re-signer avec toi ou pas. Ouais, ça, c'est indéniable. Est-ce que toi, tu fais des... Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais est-ce que tu fais des appels d'onboarding ou pas? Du coup, la personne, elle t'envoie le cash. Comment il se passe, du coup, ton process d'onboarding? Je suis assez curieux d'avoir ton retour là-dessus. Ouais, bah comme je te disais, moi j'ai un questionnaire direct d'onboarding. Donc, tu as toutes les questions classiques. Quelle est ton offre? Quel est ton système de vente actuel? Ton acquisition? Envoie-moi ton tunnel, tes réseaux sociaux, etc. pour que j'ai une vraie vue d'ensemble globale de tout son écosystème et que je regarde avec un œil extérieur et expert toute cette partie-là. Ok. Une fois que j'ai ça, je lui demande dans ce formulaire de m'envoyer des appels. Ok. Comme ça me permet aussi de réécouter des appels avant le call d'onboarding. Et le call d'onboarding se passe généralement 24-48 heures grand max au plus tard. Ok. Et c'est de ça à ce moment-là sur l'onboarding ou pas? Ou pas C'est-à-dire, encore? Parce que tu vois, moi, dans mon cas, par exemple, je sais que maintenant, sur les appels d'onboarding, je vais upsell une presta avec un star téléphonique qui se chargera, enfin qui se ok, charge de rappeler tous les leads qui viennent du quiz en moins de 5 minutes. Qui a pour objectif, bien sûr. Garantir ça, c'est compliqué. ok. C'est un Alors upsell tu, qui tu, passe sur l'onboarding. alors tu peux le faire comme ça. Moi, je suis pas forcément. Vu que tu réponds à une douleur, si la personne elle est toute seule dans son activité, ça peut le faire. Tu vois. Mhm. Moi, personnellement, je suis pas forcément fan de ça. Je préfère apporter une quick win et ensuite upsell. Ok. Donc, apporte un premier résultat ou un premier truc gratifiant. Et derrière, ouais, c'est intéressant parce que je fais pas mal de reporting. Enfin, toutes les semaines, je fais des reporting avec mes clients. Donc, peut-être à la limite, ça serait intéressant d'aller chercher les premiers résultats clients le plus rapidement possible, donc dès les premières semaines, quoi. Et au bout de la peut-être deuxième, troisième semaine, dès qu'on a des très bons résultats, bah là, ça peut être intéressant d'upsell pour mettre l'huile sur le feu et mettre en place cette heure téléphonique, quoi, si je comprends bien. C'est ça. Parce Donc, que si ça fonctionne, tu peux continuer, hein. Moi, de mon point de vue en tant que sales pur et dur, je me dis que tu viens de la closer sur un prix, puis derrière, 24-48 heures plus tard, tu lui revends un truc. Donc, si vraiment tu veux le faire à chaque fois, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le mettre dans ton packaging d'offres? parce De que vendre c'est un peu plus cher et de le mettre dans ton packaging. parce que certaines Ça, c'est la, personnes ont besoin, qui sont déjà des setups, voilà. qui sont des requins. Ça, c'est Donc, la première question que je me pose. Et la deuxième question, c'est l'expérience client. Ne néglige jamais l'expérience client. Il vient de te lâcher un billet, tu lui as pas rapporté 1 euro, que tu lui redemandes un billet. c'est intéressant. Du coup, la mettre ouais, sur plutôt lorsqu'on fait les reporting ou autre, quoi. Dès qu'on a déjà rentré le quiz, dès qu'on a des bons rois à ce niveau-là. C'est vrai que Le j'ai vraiment. momentum, hein. Dans le business, tout est une question de momentum. Quand ton client il est dans un bon momentum, qu'il a ses premiers résultats, tu vas pouvoir lui demander quasiment tout ce que tu veux. Ça, c'est vrai, tu as raison. Tu as 100% raison. Parce que là, récemment, j'ai eu un appel avec un. Enfin, c'était quand? C'était ce mercredi-là. J'ai eu un appel avec un client qui était très, très content des résultats. Et en fait, tu sens qu'il est dans un état émotionnel où tu lui proposes le moindre truc. Let's go, on y va direct. C'est vrai que je n'avais pas proposé l'upsell à ce moment-là, mais ça aurait été intéressant. Tu as entièrement raison. Et c'est plus simple de closer du coup derrière aussi, sur l'upsell. Bah, Mm. tu vois, je te donne une idée concrète. Aujourd'hui, moi, dans 90% des clients que j'accompagne, les scripts ne sont pas adaptés à leur persona idéal. Soit ils sont faits par ChatGPT. Alors, autant te dire que si le prompt il n'est pas fait par un pro sales, c'est un peu chaotique. Ouais, Ou alors, ils utilisent des scripts qu'ils ont trouvés sur YouTube, qu'ils ont un peu adaptés. Sauf que vendre, avant tout, c'est savoir poser les bonnes questions. ouais. Parce que la qualité de la réponse dépend avant tout de la question. Même Einstein le disait il y a déjà 100 ans, s'il avait un problème dont sa vie dépendait et qu'il avait 1 heure pour y répondre, il passerait les 55 premières minutes de cette heure à se poser la bonne question et 5 minutes pour trouver la réponse. Pas mal cette citation, je la connaissais pas du tout.
tu vois. Et c'est ça ce qui est très important à comprendre, c'est que si tu comprends pas la psychologie humaine, la psychologie d'achat, la psychologie de vente, bah, en fait, tu poseras jamais les bonnes questions à ton prospect et ça amène d'autres problématiques derrière. La fameuse, ton closer te dit, «Ah ouais, mais ce prospect, il avait pas de douleur». La classique. On l'a tous eu celle-là, tu vois, dans nos équipes. On l'a tous eu, Pas c'est normal. confiant, pas de douleur. Pourquoi il a pris l'appel alors? Exactement. Parce que dans le prisme d'approche de ton closer, il y avait pas de douleur. Tout simplement. Parce qu'il a pas posé les bonnes questions pour aller chercher la bonne douleur. Mais il y a toujours une douleur. Il y a toujours un besoin. Sinon la personne, elle va pas passer 50 minutes de son temps en appel, elle va te ghoster, Ouais. potentiellement. Ou elle va même pas prendre d'appel, ou alors quand elle va opt-in sur ton tunnel, elle va te balancer des fausses informations, comme ça elle est tranquille. Et c'est là où, ouais, le prisme, c'est là où il faut réussir à. Et ça vient en fait, je sais pas si tu es formé à ça ou si tu connais mais tout ce qui est questionologie. Ouais, La bah, questionologie, Frédéric Fallis, tous ces mecs-là, justement, qui ont mis en place ça. Et justement, bah, le fait que tu parles de poser des bonnes questions, c'est pareil pour les quiz. Les quiz, si tu poses des mauvaises questions, bah, le prospect ne sera pas dans le bon état émotionnel pour passer à l'action derrière. Par contre, si tu lui poses des bonnes questions, derrière, bah là, il sera beaucoup plus intrigué, il sera beaucoup plus aware, et donc, derrière, on peut le faire passer à l'action beaucoup plus facilement. Et toi, en termes de questionologie, est-ce qu'il y a des questions que tu utilises régulièrement? Tu as une ou deux questions que tu utilises régulièrement qu'on ne voit pas souvent et qui font généralement mouche pour mettre le prospect dans un bon état émotionnel, on va dire. Est-ce que tu as des exemples là-dessus? ouais, beaucoup de gens oublient que toute vente doit avoir de la rareté et de l'urgence pour qu'elle ait Mhm. lieu. Donc, c'est très intéressant d'avoir une partie dans ton appel, dans ta structure d'appel, coût de l'inaction, comme je l'appelle. Ok. Donc, écoute, Gaëtan, d'après tout ce que tu me dis, on a fait un peu le tour de tout ça. Voilà, question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça changerait, enfin, qu'est-ce qui se passerait si dans 6 mois, tu serais exactement dans la même situation et que tu n'as rien mis en place? Bah, j'aurais toujours des taux de closing pas top. Surtout que là, en plus, j'ai mes charges qui augmentent au fur et à mesure vu que j'ai ma team à payer. Donc, derrière, j'ai moins de bénéfices. Après, j'ai les impôts qui viennent me prendre une grosse part de bénéfices aussi. Donc, en vrai, ça serait compliqué, quoi. Tu vois, là, tu t'es bien projeté à la place du prospect. Et l'état émotionnel, c'est de se dire, putain, si je fais rien, en fait, la situation va faire que de s'aggraver dans sa tête. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est une question qui est hyper intéressante. Mais personnellement, tu vois, j'ose jamais poser cette question à un appel. Comment est-ce Et que bah, c'est une croyance? Est-ce que c'est une limitation, un ah, blocage? 100%, c'est une croyance. Qu'est-ce qui Ouais. fait que tu la poses pas jusque-là? J'ai l'impression que c'est une question. En fait, tu vois, par exemple, c'est une question que j'ai l'impression qui est trop sales et qui est pas assez. C'est la sensation que j'ai, tu vois. Après, c'est pour ça que je suis Mhm. peut-être pas à l'aise de la poser. J'ai déjà posé quelques fois et justement, ça avait été vraiment efficace. Mais à certaines personnes, ou par exemple, tu vois, quand je fais des calls de closing avec des plus grosses boîtes, etc., ils connaissent déjà tous les trucs de vente, etc. Enfin, la Mhm. plupart connaissent les process, connaissent comment ça fonctionne, etc. Enfin, par exemple, Mathis Clouet, il sait comment ça marche, tu vois. Du coup, je trouve que c'est délicat de poser ce type de questions. Après, c'est peut-être une croyance, encore une fois, je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus. Mais je trouve que c'est délicat ouais, de poser cette question, des questions comme ça, quoi. Ok, c'est très intéressant, tu vois, parce que j'ai vendu. Enfin, moi et mes sales, on a vendu à l'époque des très très hauts tickets, hein, 20, 30, 40K, tu vois. Ok. Donc, des personnes qui peuvent se permettre des 20, 30, 40K, Il n'y en a pas c'est beaucoup des en soi. personnes qui ont déjà des activités qui tournent. Ouais, D'accord? clairement. C'est pas mamie Ginette qui a 40 000 balles sur son PEA et qui va partir avec toi pour lancer son activité, tu vois. Clairement pas. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et en fait, tu t'aperçois que même ces gens-là, même s'ils connaissent les process, en fait, si tu as bien fait le job en amont, le cerveau, il est complètement déconnecté pendant ton appel et il n'y a pas Mhm. de friction. Donc, ils vont répondre instinctivement. Par contre, forcément, si tu es robotique, que tu suis un script, que tu les écoutes pas réellement, etc., bah ouais, ce genre de mecs, ils ont des sales, ils savent ce que c'est, quoi. Alors que Mhm. si tu es dans une discussion, que tu poses cette question et que
tu vas avoir une meilleure connexion avec la personne parce que tu t'intéresses réellement à elle, dans un premier temps. Mhm. Et dans un deuxième temps, bah, ils vont te dire, s'ils ne changent rien, il n'y a rien qui va changer, tu vois. C'est des gars qui sont très pragmatiques, généralement. Non. Les gars, quand je vois tes clients, Mathis Clouet, Alec Henry, forcément. Ouais. C'est. Mais ouais, non, mais en fait, tu as raison, c'est dans la préparation en amont du truc, quoi. Et en fait, si tu les prépares bien, ils vont être beaucoup plus aptes à se livrer. Et même s'ils connaissent les process, s'ils savent que tu peux vraiment les aider, bah, ils sont là pour se faire aider avant tout, tu vois. Ils sont pas là pour autre chose. Donc, non, ça fait sens ce que tu dis, c'est intéressant. Ça me procure un petit C'est déclic. ça. Et puis, et en plus de ça, tu leur fais prendre conscience. Encore une fois, le sales, il n'est pas là pour pousser son produit, il est là pour faire prendre conscience du problème. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par faire prendre conscience du problème? C'est très simple. Quand tu vas au médecin, tu as mal au ventre, tu lui dis bon, bah, docteur, je crois que je suis constipé, est-ce que tu peux m'envoyer du Smecta? Mhm. Bon, je sais qu'il y a quelques médecins qui vont te balancer l'ordonnance, encaisser et s'en foutre de toi. On est d'accord. Malheureusement. 98% des médecins ne sont pas comme ça, heureusement, même si c'est compliqué la santé en France. En fait, ton médecin, ce qui va se passer, c'est qu'il va t'écouter. Il va te dire bon, bah, ok, tu as mal au ventre. Trop bien. Il va quand même t'ausculter. Il va prendre ta tension. Il va écouter ta respiration. Il va palper ton ventre, etc. Prendre ta température pour avoir un bilan global de la situation. On est Mhm. d'accord? Ouais. Bah, en fait, être sales, c'est exactement la même chose. Ton prospect va venir avec une douleur en tête. Il va falloir creuser cette douleur pour comprendre quelle est la cause de cette douleur, parce que cette douleur est souvent qu'une conséquence. Mhm. Tu vois? Potentiellement, demain, quelqu'un peut venir te voir pour tes quiz funnels et te dire, je ne sais pas moi, par exemple, bah, écoute, la prospection, ça ne marche pas pour moi. C'est possible, hein, Ouais, c'est possible. tu vois. Et si tu creuses un minimum, tu vas t'apercevoir que la prospection, c'est potentiellement fait pour lui, mais qu'il ne fait pas assez de volume pour que ça soit fonctionnel. Ou qu'il ne pose pas les bonnes questions pour que ce soit fonctionnel. Ouais. C'est rapide au final à savoir ça. En deux, trois questions, tu as la réponse, quoi. Ouais, mais si tu creuses pas, tu ne peux pas les avoir, ces réponses, pour les traiter. Tu vois. Le truc, ouais. Et je sais pas, tu es un gros joueur de jeux vidéo? Ou tu En l'as ce moment, été? je suis retourné un peu dans la période de League of Legends là, en ce moment. Ok. Euh, Je vais te donner un exemple très concret de la vente, ça parle à tout le monde. Tu vois. Euh, pour faire simple, sur ton appel, en début d'appel, quand tu arrives avec un prospect, tu es au niveau 0. Tu es à poil, tu sais. Sur un WoW ou sur un truc de ce style-là, tu es complètement à poil. ouais. Le but de ta découverte, ça va être d'aller chercher l'armure, les genouillères, le casque, l'épée et le bouclier, quoi, tu vois. Ok. Et toutes ces armes-là que tu vas récupérer dans notre découverte, ça va être tes armes que tu vas pouvoir utiliser pour faire conscientiser à ton prospect dans le traitement d'objection que c'est ce dont il a besoin. Parce que traiter une objection, c'est pas justifier ton produit, justifier ta solution en mode agressif, ça ne fonctionne pas. Ça s'appelle convaincre. Convaincre, ça ne fonctionne pas. Ouais. Ton rôle, c'est de faire conscientiser la personne que c'est ce dont elle a besoin. Et pour faire conscientiser quelqu'un que c'est ce dont il a besoin, bah, tu as besoin de le replonger dans ce qu'il t'a dit en préalable, de relever les incohérences, Mhm. mais aussi de lui faire prendre conscience de ce qui va se passer si rien ne change. Quand tu dis relever les incohérences, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Pour être transparent avec toi, moi c'est quelque chose que j'ai pas mal de mal à faire. C'est-à-dire que par exemple la personne, elle va dire, bah en fait je vais aller chercher les 40K par mois. Mhm. Aujourd'hui, tu as mis quoi en place? J'ai mis un webinaire. Ok, intéressant. Ce webinaire, il te rapporte combien? Il te rapporte ça, ça, ça. Et en fait, par exemple, une incohérence là-dedans, ça pourrait être, bah, il dit, bah, en vrai, c'est assez urgent parce qu'il y aura ça, 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 ça. Ça va m'impacter. Je ne pourrais pas, par exemple, aller en vacances avec ma famille. Et durant les objections, c'est à ce moment-là que l'incohérence peut avoir lieu, c'est ça? Par exemple, où il dit, bah, en fait, non, c'est pas si urgent que ça au final. Faut que j'y réfléchisse. Est-ce que c'est ça ou pas? Par exemple, ça peut être une belle incohérence. Ça peut être aussi des incohérences dans ta découverte. On le sait tous, il y a des entrepreneurs qui ont de l'ego, ils veulent vouloir faire un peu plus de chiffres qu'ils le font.
surtout sur la partie sales, hein, je m'en aperçois assez régulièrement où on me dit bon bah José, je fais tant de chiffres d'affaires, j'ai une offre à temps, j'ai tant de calls et je suis à tant de taux de closing. Et quand tu fais les calculs, tu te dis bon bah Kevin, les calculs sont pas bons, là, on a un problème. Ça, c'est une belle incohérence, tu vois. C'est de comprendre, attends, je comprends pas, ça colle pas à tes chiffres, qu'est-ce qui se passe? Et ça, tu peux le dire en appel de vente, du coup. C'est ton rôle de le dire en appel de vente. Tu es là pour comprendre une situation. Sinon, tu sais pas où tu vas mettre les pieds, tu sais pas ce que tu vas devoir délivrer. Pertinent. C'est vrai que parfois, je repère des incohérences, mais je fonce pas dessus, quoi. C'est-à-dire que je laisse couler, je laisse passer, moi. Mais c'est intéressant, Et c'est en vrai que... plus, le plus drôle dans tout ça, c'est que généralement, quand tu vas soulever une incohérence, il va y avoir ce qu'on appelle une réaction archétypale derrière. Ok. Donc, soit la personne va se sentir gênée, elle va continuer, soit tu vas avoir une réaction archétypale. Une réaction archétypale, c'est ce que rejettent les gens qui sont dans le closing aujourd'hui, alors qu'ils devraient l'accepter parce que ça fait partie du résultat. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une réaction archétypale? La personne va vouloir te confronter, donc elle va te dire ouais, t'as pas le droit de me parler comme ça. Personnellement, ça m'est arrivé 2 fois sur tous les appels de closing que j'ai dû prendre et sur mes 15 ans d'expérience en vente, Ça va. tu vois? Donc Ouais, non. normalement, si tu fais les choses, globalement, assez propres, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Parce que généralement, quand tu as ce genre de retour, c'est que tu as pas été avec la bonne communication ou tu as pas été avec le bon ton. Ouais. Parce que globalement, tu peux tout dire à la personne en face de toi, du moment que tu le fais avec le sourire, entre guillemets. La deuxième, c'est la fuite. Donc le mec, il quitte le mythe et il se casse et puis tu plus de nouvelles. Ça fait partie du game, tu vois? Et le troisième, la personne se fige. Donc là, généralement, ça se traduit par un bé 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 J'ai dit une connerie. merde, comment mon cerveau va rebondir là-dessus, quoi, tu vois? Dissonance cognitive. Donc dans le pire des cas, tu vois, ça peut t'apporter que du bien. Donc faut le faire. Ça fait partie du job, il faut le faire. Et au final, même si par exemple la personne bégaye, elle va forcément essayer de se rattraper, de se remettre sur ses pattes. Et après, dans tous les cas, au final, je suis en train de me dire derrière, bah, tu peux quand même facilement continuer la discussion, continuer de lui poser des questions et en apprendre plus sur elle, quoi. C'est ça et Ok. beaucoup de personnes aussi se mentent à elles-mêmes, tu vois? Et le but de soulever les incohérences, c'est aussi que eux-mêmes se confrontent à eux. En fait, c'est En eux tant qui que sales, tu es là pour guider le chemin, tu es pas là pour forcer la vente. faut leur proposer la meilleure solution qui leur permettra d'atteindre X, Y, Z, quoi. Et de régler tel ou tel problème, quoi. C'est ça? Faut rien forcer, ouais. Tu lui tiens la main, en fait. C'est ça. Moi, tu vois, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté récemment, ils ont pas encore le bon niveau pour que je puisse les accompagner et leur apporter des résultats. Je leur ai dit: «Suivez-moi sur les réseaux, vous allez avoir les bases Ouais. et puis, dès que vous êtes prêts, avec plaisir, on en reparle», tu vois? Petit aparté, on peut te suivre où sur les réseaux? T'as LinkedIn, je sais. T'as quel Ouais, autre? LinkedIn, Insta, si vous voulez de la proximité au quotidien et YouTube où il y a une belle chaîne où, je vous apprends à construire des systèmes de vente complets où vous allez pouvoir, tout arracher sur votre marché. Let's go. Let's go. Allez voir ça. Super et toi Gaëtan, du coup, profites-en aussi, pour les gens qui ne te connaissent pas? Pareil, ça va être YouTube. Là, je vais reprendre à fond YouTube. Donc, j'ai déjà une cinquantaine de vidéos dessus, un peu plus même, je crois. Donc, pas mal de vidéos YouTube, beaucoup de LinkedIn aussi. Et Insta aussi, c'est en train de bien, bien, bien reprendre. Donc, sur tous ces réseaux-là. On essaie d'être sur les trois. C'est là où tu peux avoir tous les combos. LinkedIn pour prospecter et éduquer. Insta, pareil pour prospecter et commencer à éduquer, se faire connaître. Et YouTube pour aussi éduquer au final, mais aller chercher de la conversion plus facilement, quoi. Ouais, 100%. OK, trop bien et écoute, moi j'adore finir sur, une question un peu spicy, tu vois? Un peu débat, Let's go. ça met Dis-moi. un peu de jus là-dedans, tu vois? Ouais, Imaginons, demain tu mets en place, ton funnel quiz, pour un client. ouais. Je mets en place le closer que j'ai formé, en qui j'ai confiance et cetera, qui Mhm. tourne très, très bien et très, très fort.
Et là, on se retrouve avec un résultat autour de 15% de taux de conversion. C'est la faute à qui? La faute à qui? Tout dépend de ce qui a été mis en place. Si tu as formé les closers, je ne doute pas de la capacité des closers à closer. Ça peut venir de plusieurs points. Premier point, des ads. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher les bonnes personnes, on cible les mauvaises personnes. Donc ça, c'est un des premiers points. Aujourd'hui, moi, je ne cherche pas les ads. Du coup, ça ne pourra pas venir de moi. Ça viendra Mais ça peut venir aussi, pour être totalement transparent, ça peut venir du tunnel, du quiz. Il suffit qu'on pose des mauvaises questions, il suffit qu'on ait mal compris au final la situation désirée, la situation que la personne veut atteindre, ses problématiques et le contexte dans lequel elle est aujourd'hui ou sa situation. Et ben, la personne ne va pas forcément se reconnaître ou on va attirer potentiellement des mauvaises personnes aussi. Donc ça peut venir du quiz, ça peut venir des ads. Pareil, dans les questions qu'on pose, suffit qu'on soit pas assez dans l'émotionnel, suffit qu'on n'utilise pas forcément des questions de persuasion. Ce que j'aime bien dire, questions de persuasion, ça va être des questions qui vont être là pour faire réfléchir le prospect sur sa situation et lui provoquer des déclics. Donc, suffit que les questions ne soient pas très bonnes, bah, derrière, on ne va pas forcément avoir des bonnes personnes. Et pareil pour les pages de résultats. Si les pages de résultats sont pourries, si, normalement, elles ne sont pas pourries, mais si les vidéos aussi en font des pages de résultats ne sont pas bien copyrightées et que c'est pas top, derrière, on n'aura pas de résultats. Tout dépend en fait Là-dessus, tout dépend de la logique aussi dans laquelle passe le prospect. Il faut qu'il y ait une vraie logique entre les ads, le quiz et les closers. Normalement, tu ne devrais pas avoir 15% de conversion. Du moins, je n'ai jamais eu ça de ma vie pour l'instant. Surtout qu'avec le quiz, tu peux récupérer toutes les datas du prospect en amont, quoi. Donc, ça facilite grandement le closing, vu que tu as beaucoup d'informations sur la situation du prospect. Donc, en soi, je dirais, c'est pas forcément de ta faute. Ça peut être de ma faute. Ça peut venir des ads aussi du client. Après, derrière, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte aussi, quoi. Ok. Et à ton avis, c'est quoi le meilleur moyen justement pour comprendre où est-ce qu'on a le problème dans le tunnel? Je réfléchis à ça. La donnée, de toute façon, c'est la data. Tu regardes, en fait, plus tu récoltes de data, que ce soit en appel de closing, que ce soit dans le quiz, que ce soit au niveau des ads. Moi, je suis quelqu'un qui est très data-driven. C'est-à-dire, mon client me dit ah, j'aimerais bien qu'on mette ça, etc. Ça a l'air mieux. Si la data me dit que ce que j'ai fait, c'est mieux, on ne mettra pas ce que veut le client. Parce que mon objectif, c'est que le client soit content, pas que. Je ne suis pas du design, tu vois. Quand tu fais du design, quand tu fais des sites web, tu donnes, si ton client aime les fraises Takada, bah, tu donnes la fraise Takada. Même si toi, tu n'aimes pas ça. On s'en fiche. Le design, c'est subjectif. C'est propre à chacun. Que dans tout ce qui est tunnel de vente, tout ce qui est sales, marketing, il faut tout mettre en place pour que le client soit content et pour qu'on puisse aller chercher un maximum de résultats. Parce qu'au final, ce qui compte pour lui, c'est d'avoir du chiffre d'affaires. On s'en fout que le design ne soit pas forcément top, du moment que ça convertit super bien. Là-dessus, on s'en fiche. Donc, je ne sais plus c'est quoi ta question, je suis un peu parti. Ouais, je te posais la question toute simple. À ton avis, comment on voit où sont les fuites aujourd'hui? Quel step dans le tunnel, finalement, peut nous indiquer d'où vient la fuite? La data. C'est la data qu'on va avoir au niveau des appels de closing. Pourquoi les prospects n'ont pas été closés? C'était quoi leurs objections principales? Dans quels états d'esprit ils sont venus durant l'appel de closing? Ça, c'est de la data qu'on peut récupérer. Et nous, derrière, en parallèle avec cette data-là, on peut aller optimiser de la ads, on peut aller optimiser le funnel pour justement aller chercher des prospects qui vont être plus qualifiés à avoir du coup une bonne suite logique et un bon chemin qui permet de convertir derrière, quoi. Donc, en vrai, je pense que tout vient de l'appel de closing, de toute façon. Exactement. De closing. Et de toute façon, les closers, c'est les soldats qui sont sur le terrain, tu vois. C'est ça. Toi, en tant que marketeur, tu es le général, entre guillemets, tu vois. Ouais. Tu es le général de. Voilà, tu supervises. Et moi, ce que je trouve fou, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de cette team. Il n'y a personne qui réécoute les appels. Les closers font encore toujours les mêmes erreurs semaine après semaine. S'installent, ils perdent des dizaines de milliers d'euros sur le premier mois et tout au long de l'année, c'est le bordel. C'est dramatique. Hein. Ça fait perdre beaucoup de cash. Et surtout que toute cette connaissance, au final, des prospects que tu vas pouvoir avoir via l'appel de closing, toutes les informations que tu vas pouvoir récupérer, c'est des informations que toi-même, au final, si tu vois que tu as des profils, par exemple, qui closent beaucoup plus, tu peux améliorer et optimiser tout ton marketing derrière. Si tu vois, par exemple, que les leads qui closent le plus facilement, c'est les leads qui font minimum 400 cas par an, qui ont déjà mis tel système en place, par exemple, qui ont mis en place un webinaire. Et après, tu peux faire du marketing vraiment adapté à eux. Tu leur dis, pour tous ceux qui font des webinaires, qui sont à 400K par an, mais qui galèrent au final à aller chercher des gros taux de closing, on peut vous aider, tu vois. Et là, tu rentres vraiment dans la spécificité, tu montres au prospect que tu le comprends et que tu peux l'aider, quoi. Donc, on s'en ligne. Ouais.
Clairement, clairement. De toute façon, tout vient du terrain, tout vient du closing. C'est pour ça que avoir un bon système de closing qui convertit, ça change tout le business. Quand tu entends système de closing, tu parles de quoi concrètement? Pour qu'on puisse s'imaginer. Bah, tout ce qui va toucher déjà avoir des structures d'appel qui prennent en compte le persona. Ouais. C'est ce que j'appelle des script value first, où on met en avant la valeur, où on va chercher la valeur où aller pour notre prospect. Pour donner un exemple, j'ai audité des business récemment où c'était 5 minutes, je m'intéresse à la personne et je te balance un slide de 50 decks, enfin de 50 slides comme ça à la volée pendant 30 minutes. Déjà, au bout de. Si tu fais ça, ne le fais surtout pas. Surtout, arrête ça tout de suite. C'est un carnage. Non. Ton prospect a décroché dès la deuxième slide et il t'écoute déjà plus, hein. C'est comme quand tu avais un prof sur le banc à l'école, que tu n'aimais pas trop ce qu'il disait. Tu décrochais, tu étais dans tes pensées. Ton prospect, il est dans la même situation aujourd'hui si tu as un slide deck de 50 slides, hein. Je te le dis tout de suite. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est un carnage complet. Donc ça, tu vois, typiquement, comprendre ce qui a de la valeur pour notre prospect, parce que aujourd'hui, on a monté nos offres en fonction d'une douleur du marché, Ouais. où on touche une audience qui l'interprète différemment. Donc c'est important d'apporter la bonne valeur au bon prospect et de ne pas avoir des présentations d'offres génériques. Parce que si tu as une présentation d'offres générique, je te donne un exemple très concret, la voiture, Mhm. ça fonctionne très bien. Demain, tu es dans une concession, tu te renseignes sur le prospect qui vient d'entrer dans la concession, tu comprends très vite que c'est un mec qui aime bien la vitesse, qui aime bien la mécanique, qui aime bien le moteur. OK? Ouais. Si ce mec, je commence à lui parler du confort et de la dernière technologie dans la voiture, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas matcher. Ça va pas matcher, Il va se clairement. dire, frérot, ton maintien de voix, c'est cool, mais moi, j'aime bien avoir le contrôle de mon véhicule, tu vois, donc un peu relou, quoi. Donc tu Ouais. comprends que la valeur, elle n'est pas là. La valeur, elle est dans le moteur, elle est dans la mécanique. Il faut lui présenter le moteur, lui dire que c'est le plus gros moteur aujourd'hui, lui dire qu'elle a fait du 0 à 100 en 3 secondes, lui dire que euh, le plus gros moteur, il consomme tant. C'est ça ce qui l'intéresse, ce gars-là, tu vois. Ouais. Et pourtant, je vois trop de sales team aujourd'hui qui tournent sur des choses beaucoup trop génériques, ce qui font qu'ils closent que les personnes à qui cette version générique apporte de la valeur. Et on laisse du cash sur la table, bêtement. Alors, dans tous les cas, surtout sur des offres à étiquette, il faut vraiment que ce que tu proposes fit vraiment avec la personne et que en fait, que tu lui montres les bénéfices que ça pourrait lui apporter dans sa situation. C'est comme ça qu'au final, la personne peut se projeter facilement et peut facilement passer à l'action. Ce qui apporte de la valeur, c'est pas le bénéfice. C'est la Hmm. réponse à la douleur. Toujours. Tout le monde pense que c'est le rêve qui fait acheter, tu vois. Ouais. Alors que c'est pas le rêve. Le cerveau humain cherche à fuir la douleur à tout prix, à trouver des solutions à ces douleurs. Hmm. Du coup, on aurait plus tendance à ce moment-là à appuyer sur la douleur durant l'appel, coup d'inaction, douleur. Euh, Pourquoi ce qu'il a essayé n'a pas marché jusqu'à présent pour lui? Et toutes ces choses-là, au final, non? Exactement. Exactement. Pour donner un autre exemple très concret pour que ça te parle à toi, mais aussi à toute l'audience. Demain, je suis vendeur dans une agence de voyage. Tu veux partir sur Bali. Imaginons, tu vois. Si je te dis, bon bah Gaëtan, c'est cool. Donc, pour aller à Bali, le jour du départ, tu vas devoir te lever à 4h30. Enfin, la veille du départ, il va falloir que tu prépares tes valises. À 4h30, il va falloir te lever. À 4h40, allez, à 5h, il y aura le taxi devant chez toi. Tu as 2 heures de route pour aller à l'aéroport, puis 3 heures d'attente pour l'embarquement, 7 heures de vol. Arrivé sur place, tu vas devoir prendre le bus jusqu'à l'hôtel, il y a 45 minutes de route. Et arrivé sur place, il y a un dîner au bord de la piscine qui t'attend. Ouah, je sais pas si ça, tu vas y aller à Bali, hein. J'ai la flemme, là. Il y a trop de trucs. Ah, t'as la flemme d'un coup. Ouais. Tu vois? Alors que si je te dis, bah écoute, Gaëtan, super. Donc, à Bali, donc déjà, je t'ai prévu par rapport à tes attentes, vu que tu as mal au dos, etc. On va te mettre en première classe parce qu'en deuxième classe, on est un peu les uns sur les autres dans un premier temps. Euh,
avec bagage en soute pour que tu puisses avoir un maximum d'affaires sur place ou revenir avec un maximum de souvenirs. On anticipe, tu vois, parce que rien de pire que de devoir jeter ses souvenirs à la douane parce qu'on n'a pas assez de place, malheureusement. Et ensuite, une fois sur place, donc on va prendre tes valises directement à la sortie du taxi dans un premier temps. Et toi, ton but, ça va être d'aller visiter la chambre, de prendre ta douche si tu le désires, et ensuite d'aller directement à l'apéro-dînatoire qui t'attend avec la dizaine de personnes qu'on a fait rentrer sur ce voyage-là avec toi. Comme ça, vous allez faire connaissance, vous allez pouvoir partager d'excellents moments. Et dès le lendemain matin, vu qu'il fait beau, j'ai regardé la météo, tu vas pouvoir aller à la plage, aller sur le transat, les pieds en éventail et profiter de ton cocktail. De pavaner au soleil toute la journée. Sous On le va faire la soleil. version 1, la version 2, tu vois. Ah bah, la version 2, tous les jours. Tu vois. Et c'est ça ce qui compte. Et la petite, encore une fois, expérience client, je t'ai rajouté exprès la petite douleur au dos avec la première classe pour dire, tu vois, j'ai même fait attention à ce petit détail qui est quand même très important. Mon but, c'est pas que tu arrives complètement cassé en vacances. Tu vois. C'est les petits détails qui comptent au final. Les mis bout à bout, ça fait des gros détails qui peuvent bien Toujours. faciliter le closing derrière. Toujours. Et c'est en faisant les choses que tout le monde ne fait pas que tu vas avoir des résultats différents. Si tu fais ce que tout le monde fait sur le terrain en termes de sales, le cerveau humain, déjà, tu n'es pas le premier sales que les gens voient dans leur vie. Donc, en fait, tu vas te retrouver confronté à toutes leurs expériences passées aussi. Il y a un point qui est intéressant parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais je regarde des vidéos de finance. C'est-à-dire, je regarde tout ce qui est entretien de finance, tout ce qui va être comment réussir à se faire prendre à la Société Générale, alors que je n'y connais rien. Et je ne connais rien en finance, mais je sais pas, en ce moment, je regarde ça. Et justement, il y a des gars les gars qui présentent ça, ils disent bah, comment est-ce qu'ils ont été recrutés dans les différentes boîtes, parce que c'est des traders principalement pour la plupart. Mmh. Et comment ils ont été recrutés, parce que bon, la concurrence est assez féroce, il faut réussir à bien se démarquer et tout. Et au final, bah, il y en a un qui disait que c'était super intéressant. Il disait, bah, je suis allé dans des événements où, en fait, où tu vas avoir plein de Sociétés Générales, BNP Paribas, tous ces machins-là. Et du coup, bah, lui, il avait cette connaissance-là de bah, tout le monde va poser les mêmes questions. Comment ça se passe là? Comment ça se passe quand je vais arriver là-bas? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, etc. Et au final, lui, il est complètement allé à l'opposé de ça. Il a posé des questions sur les hobbies des gens. Donc, par exemple, et vous faites quoi comme sport? Vous faites quoi comme machin, etc. Et au final, bah, les gens déjà qui étaient recruteurs à ce moment-là, ils les ont directement, ça les a intrigués. Du coup, il est resté beaucoup plus facilement dans la tête de ces personnes-là. Et au final, bah, au lieu d'avoir des questions à la noix qui sont hyper généralistes, et bah là, la personne, bah, elle a pu se livrer sur des choses qui sont personnelles, sur des choses qui lui importent, et derrière, bah, il a pu avoir un job à la Société Générale, quoi, juste avec ça. En posant des bonnes questions, des questions qui sont différentes de ce que la masse fait, quoi. Donc, 100%. c'est assez rigolo. 100%. Et si tu ramènes ça à la vente et au closing en général, dans les 5 premières minutes, tu vois. Les 5 premières minutes de connexion sont ultra importantes. Combien de fois j'entends, bon, bah, salut Gaëtan, comment ça va aujourd'hui? T'es basé où? Enfin, voilà, t'es basé où? Alors que, putain, tu vois Gaëtan, il a une grosse planche de surf derrière lui, là, sur le visio. Accroche-le sur le surf. Tu sais que c'est un fanat de surf. Accroche-le dessus, bordel. Il y a tellement de petits détails, de petits indices comme ça. Et bien sûr, tu vois un mec qui a une grosse bibliothèque derrière. Ah, Gaëtan, tu dois avoir un sacré savoir si tu as lu tout ce qu'il y a derrière toi. C'est quoi ton livre préféré dans tous ceux qu'il y a derrière? Et là, le mec, il va te retourner. Ah bah, tu vois, c'est celui-là. Il va te le présenter. Boum, la connexion, elle est faite. Et le mec, il est content en plus. Parce que tu t'es Et bien intéressé sûr, à tu lui. t'intéresses à lui. Tu t'intéresses à lui, tu vois. Et Les gens c'est adorent. tous ces petits détails, tu vois. Demain, ça fait beaucoup rire les sales quand je leur raconte cette histoire, mais tu prends l'exemple. On a tous été confrontés à vouloir aller flirter à droite, à gauche, tu vois. On est tous passés par là. Si demain, on remplace ton prospect par la belle blonde au comptoir ou ton type de femme au comptoir, putain, si tu vas l'approcher directement et que tu lui dis bon, allez, viens, je t'invite chez moi et il se passera ce qui se passera, il y a de grandes chances que tu te prennes son verre dans la tronche, tu vois. Ça va être compliqué. Ah, ben d'accord. Ouais. Alors que tu connectes avec elle. Ouais, j'ai vu que tu avais une belle montre et tout, stylé, tu l'as acheté où, machin.
ou truc où tu t'aperçois que, je sais pas, le petit détail auquel personne fait attention. Je vois que t'as des mains qui sont quand même assez musclées pour une femme. Tu ferais pas du tennis, tu ferais pas un sport en particulier, tu vois. Boum, ta discussion elle est ouverte. Ça ouvre directement la discussion. Et au final, c'est assez simple de rentrer en contact quand tu connais toutes ces petites choses-là. Je sais, par exemple, là, je suis allé déjeuner il n'y a pas très longtemps avec des entrepreneurs qui sont sur Dubaï de base, mais qui font à peu près 80-100 cas par mois. Et tu vois, moi, j'ai toujours eu du mal un peu à comprendre pourquoi les gens mettent autant d'argent dans des montres. C'est-à-dire que mettre 50, Le statut 60 cas social. dans une montre, c'est énorme. Bah, déjà, il y a le statut social, mais surtout, ils m'ont dit, bah, moi, lorsque je vais faire des events de meetworking, dès que je rencontre des nouvelles personnes, bah, en fait, le premier sujet, c'est ah putain, elle est stylée ta Submariner. Tu l'as eu quand? Mm. Ah, elle est stylée ta Patek, c'est quel modèle? Et c'est des trucs comme ça. Et je me dis, au final, les gens achètent pour pouvoir plus facilement connecter avec des gens, pour pouvoir faire plus de business derrière. Et c'est qu'on n'y pense pas forcément. Moi, quand on m'avait dit ça, j'étais un peu en mode, putain, je savais pas du tout. Hyper intéressant. Qu'est-ce qui connecte deux personnes? Tu prends ton entourage. Qu'est-ce qui fait que tu t'es connecté avec chaque personne de ton entourage? C'est des similitudes. Ouais. Vous avez des choses en commun qui font que vous avez connecté, qui font que vous entendez bien. Tu vois? Donc, une fois que tu as compris ça, tu peux connecter avec n'importe qui. Ça, c'est ouf. Et c'est pour ça quoi, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir selon moi, de la culture, d'être assez cultivé sur tous ces domaines-là, pour pouvoir facilement connecter et pour pouvoir aussi pour apporter aussi un peu de valeur, un peu de connaissance aux différentes personnes qui t'entourent, quoi. C'est ça? Tu vois quelqu'un dans la rue qui a une Ferrari, au lieu de lui mettre sale riche, de lui taguer sale riche sur sa Ferrari, il va lui demander comment il a fait son oseille. Ouais. Mais Loïc Bourget faisait ça très bien, hein. Loïc Bourget, je crois, c'est un des pionniers en France. Il y a, comment il s'appelle, The Diary of a CEO. Non, lui, il fait des podcasts. Je sais plus, il y a un gars aussi aux US qui fait ça, qui interviewe les mecs qui ont des belles voitures. Et pour le coup, je trouve qu'il faut avoir du courage pour faire ça. Faut avoir du courage. Ouais, mais Mais c'est intéressant. c'est des exercices qui sont très bons pour casser les barrières sociales, tu vois. Et les Ouais. bons closers ont cassé leurs barrières sociales. Il faut. Faut pas avoir peur du regard des autres, faut pas avoir peur du jugement, toutes ces choses-là. Et au final, la question qu'il faut se poser, c'est concrètement, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Qu'est-ce que j'ai à y perdre d'aller lui poser une question? Dans le pire des cas, il me rembarre, mais on s'en fout, quoi. Et puis tu vas t'apercevoir que plus ils sont hauts, entre guillemets, socialement, plus ils savent qu'ils ont commencé comme toi et plus ils vont être ouverts à t'encourager. C'est un peu le syndrome de la salle de sport. Tu sais, au début, tu as peur d'y aller parce que tu te dis, ouais, les autres, ils vont me regarder, je vais être jugé, machin, tu vois. Puis quand tu y es, tu te dis, putain, ils sont tous sympas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bah, parce qu'ils ont tous été dans ta situation, ils ont tous commencé quelque part. Ouais, il t'encourage. Et au final, je sais pas pourquoi les gens ont ces croyances-là, tu vois. C'est intriguant. Pourquoi ils ont peur d'aller faire X, quelque chose ou... Franchement, ça m'intrigue. Mais tu vois, c'est un sujet très intéressant, les relations sociales. Comme je dis trop souvent, un sales, c'est pas seulement un sales. Son business, c'est les relations. Hmm. C'est pour ça que je l'appelle le business des relations sociales. Hmm. C'est clair qu'il faut être social. C'est compliqué. Faut pas être introverti, quoi. Sinon, derrière, tu perds toute ton énergie. Ah, ça, c'est un autre débat, ça. Ah ouais? Parce qu'au final, introverti, je pense que c'est la définition d'Oussama Amar. Introverti, c'est quelqu'un qui perd de l'énergie quand il est avec les gens. Extraverti, c'est quelqu'un qui prend l'énergie en étant avec des gens, qui prend de l'énergie. Ouais, Euh, c'est d'après les MBTI et d'après les archétypes de personnalité, c'est ça. ok, Maintenant, tous les meilleurs sales que j'ai formés et moi-même, on est des introvertis. ok. Intriguant. Tu vois? Parce que tout le monde, quand on parle de sales, tout le monde pense au mec, ouais, full énergie, il met du jus et tout, le loup de Wall Street et compagnie. Ouais, Alors qu'en fait, un introverti est 40 fois meilleur pour la simple et bonne raison, c'est que généralement, les introvertis sont des observateurs et ils comprennent et ils entendent réellement les personnes avec qui ils s'intéressent, qu'ils ont en face d'eux. les extravertis n'ont pas forcément enfin, Cette en tout cas, pas sensibilité-là. cette personnalité, mais Il y a toujours des exceptions, hein. ouais. Mais la plus grosse force d'un sales, c'est son empathie et savoir se mettre dans les bottes de la personne qui est en face de toi. Et ça, Plus c'est tu pas vas comprendre la situation, plus tu vas y arriver. Et la grosse différence, et ça,
dans beaucoup de self-team, je le vois, c'est qu'on parle d'écoute active. Tout le monde t'en parle dans la vente. Personne ne sait l'appliquer. Quand tu dis écoute active, c'est-à-dire réussir à enregistrer les informations que le prospect te donne et rebondir dessus? Ou c'est Entre autre chose? autres, Ok. c'est vraiment comprendre la personne en face de toi, lui poser des questions, creuser les bons mots, etc. Tu vois. Beaucoup de personnes écoutent mais n'entendent pas. La différence est subtile, mais elle est importante. Et si tu n'entends pas derrière, tu peux pas rebondir, tu peux pas appuyer en profondeur sur certains points. Quand tu écoutes, t'as que le son qui rentre, mais tu comprends pas forcément, quoi. C'est savoir creuser le bon mot, de toute façon, le closing. Hein. Dans ta phase de découverte, c'est savoir aller creuser au bon endroit. Si tu fais que d'écouter, le gars va te balancer une phrase. Si tu rebondis sur le mauvais mot dans la phrase, tu vas avoir des réponses complètement différentes. Ton appel va être mené d'une façon différente. Faut réussir à trouver les bons mots maintenant. Ah, c'est C'est intéressant. pas si, c'est pas si compliqué. C'est simple, encore une fois, mais c'est pas facile. Ça prend du temps. Faut beaucoup d'entraînement, je pense, pour réussir à maîtriser ça, non? T'as trois niveaux, en fait. Tu as le niveau où tu entends les gens, Ouais, où en fait, il n'y a pas réellement de discussion. Il y a toi, 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 toi et toi, tu sais, les moi-je, globalement. Tu as le niveau où on commence à écouter, on commence à savoir un peu creuser les bons mots. ok, Et tu as le troisième niveau, c'est ce que j'appelle l'empathie tactique, enfin l'écoute tactique. ok. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui réveillent ton cerveau. Quand tu deviens un sales aguerri, il y a des mots qui réveillent ton cerveau et te disent c'est là que je dois creuser. Ici, maintenant, tout de suite. T'as des exemples de mots qui, toi, réveillent ton cerveau dès qu'un prospect te le dit? Tout ce qui va toucher les émotions, c'est pour ça que l'une des premières choses que j'apprends au sales, c'est apprendre tout le champ sémantique lié aux émotions. Ok, Tu connais tout ton champ sémantique qui touche aux émotions, tu sauras exactement où aller creuser. ok. Donc, par exemple, quelqu'un qui te dit ça me frustre, j'arrive pas à avoir des Voilà, rendez-vous. Ah, c'est ça. pourquoi ça te frustre? C'est quelque chose comme ça, du coup. C'est ça. Qu'est-ce que tu entends exactement par frustration aujourd'hui? Parce que ta définition de la frustration n'est pas forcément la même que celle de ton prospect. C'est important de la creuser. Hmm. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, tu peux vraiment. Exemple simple. Tu as un compétiteur dans ton sport préféré à haut niveau. Mhm. D'accord? De l'autre côté, tu as fait du dev perso. J'utilise le mot challenge. Pour le compétiteur, challenger, ça veut dire quoi? Repousser ses limites encore et encore et encore. Pour quelqu'un qui a fait du dev perso, c'est appliquer ce mot à, pour le remplacer pour remplacer le mot problème pour être dans une connotation positive. Bien Deux défini. profils, deux définitions. Si tu creuses pas, tu te fies à ta propre définition et donc tu te fies à ta propre carte du monde et tu peux pas aller chercher les bonnes informations. Et donc, il ne faut pas forcément bien connecter avec la personne et derrière, le closing peut ne pas suivre, quoi. Totalement. C'est une attaque, j'avais pas ça. J'avais pas eu cette attaque. Pour le coup, elle est hyper pertinente et faut, là, tu vois, j'ai des appels de closing cet après-midi. Il faut que je vais essayer de me focus là-dessus, sur tout le lexique lié à l'émotionnel. Et je vais essayer de vraiment rentrer dans le détail à ce niveau-là. Je n'avais pas conscience de ça. C'est intéressant. Franchement, c'est vraiment pertinent. Très pertinent, même. Ah si, je t'invite vraiment à aller creuser le sujet et tu verras que ton closing va être beaucoup plus facile. Tu vas sentir une amélioration et tu vas surtout prendre du plaisir dans tes appels. Ouais, pas que ce soit une corvée, quoi. Parce que sinon, ça se À ressent partir du direct. moment où un closer te dit pour moi c'est une corvée, c'est soit faut le faire remonter en énergie, soit faut pas le garder. Il te fait perdre du cash. Hmm. Ça se ressent direct dès que le mec n'est pas dans une bonne posture ou autre, qu'il n'a pas l'énergie Tu ou autre. as une question de posture, tu as une question d'énergie, tu as une question de mindset avant l'appel, tu vois. Du style, bah, ton closer, il voit sur son agenda, le mec, il a mis moins de 1000 balles en termes d'investissement.
beaucoup de closers vont se dire ouais, il a moins de 1000 balles, il n'est pas qualifié, vas-y, je vais le plier en 10 minutes. Pour passer à autre chose. Ouais. Sauf que si tu y vas sur l'appel avec cet état d'esprit-là, ton call, il est déjà mort. Parce que inconsciemment, ton cerveau, il va poser des questions dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vas pas gratter les bons endroits. Ah ouais, tu vas pas gratter les bons endroits parce que tu as déjà une idée de ce qui va se passer sur l'appel, inconsciemment. Et ça ne peut pas fonctionner, malheureusement. Tout comme la confiance setter-closer, c'est un autre exemple, tu vois. Un setter qui va envoyer beaucoup d'appels, mais qui va envoyer que de la daube, bah, le closer va perdre confiance en lui au bout d'un moment. Ouais. Et le jour qu'il va envoyer un profil qualifié, bah, vu que le closer a plus confiance au setter, il traitera l'appel, mais pas de la bonne façon. C'est pour ça que la confiance entre les deux pôles sont ultra importants. À ce stade, c'est primordial. Ouais. Parce que, ouais, sur une petite échelle, c'est déjà embêtant, mais alors sur encore une plus grosse échelle, avec encore plus de calls, etc., c'est un carnage, quoi. Tu perds vraiment beaucoup de cash. Si jamais il n'y a pas cette entente ou s'il n'y a pas cette confiance entre les différentes personnes dans la team, quoi. 100%. 100%. Tout comme un pôle marketing et un pôle vente qui ne s'entendent pas, tu vois. Oui, ou qui remettent la faute sur l'autre. Alors que les deux, en soi, ont des torts, forcément, tu vois. Que ce soit au niveau du closing ou au niveau du marketing. Il faut travailler les mains dans la Rien main. n'est parfait. Dessus. Rien n'est parfait. De toute façon, c'est de l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Si tu as recruté les bonnes équipes, normalement, même en crise, tu arrives à t'en sortir. Ouais. S'il y a la bonne vision, s'il y a tout qui est bien aligné à ce niveau-là, même dans les périodes assez compliquées, si ça continue de bien délivrer, si ça continue de se donner à fond, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est l'entrepreneuriat. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça. C'est la vie. Ce serait trop simple sinon. On se ferait chier. S'il n'y avait pas. Ah, on s'ennuierait, ça c'est sûr. Mais bon, c'est aussi un bon jeu, quoi, comme on dit. Ah bah, je pense que c'est. Enfin, de mon côté, je pense que c'est un des meilleurs jeux auxquels je joue actuellement. Le jeu de l'entrepreneuriat. Le jeu de la vraie Super. vie. Eh bien, écoute, Gaëtan, je pense qu'on va finir sur cette note-là très positive sur l'entrepreneuriat. Finalement, c'était un plaisir en tout cas, José. C'était hyper intéressant. Eh bien, écoute, avec plaisir. Pourquoi pas un épisode numéro 2 dans les mois qui arrivent. Ceux qui Avec veulent, plaisir aussi. vous pouvez le dire en commentaire. Comme ça, on pourra se reprogrammer ça, peut-être faire ça en physique, vu que tu es sur Bordeaux pour l'instant. Et que moi, je suis pas très loin de ça, peut-être faire ça en physique pour un deuxième épisode. Et sinon, on se retrouvera peut-être dans d'autres pays lorsqu'on se sera expatrié. Allez, chaud, 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 chaud. En tout cas, merci d'être venu. Merci pour cet échange constructif. Merci à toi, José. Et surtout, n'oubliez pas le quiz funnel. Dans les années qui arrivent, ça reste un très, très bon système d'acquisition. Je pense que ceux qui vont y être vont prendre quand même une belle avance sur le marché dans les mois, les années à venir. Les premiers arrivés vont rafler le marché, c'est un peu ce que je vois en ce moment. Et au niveau des sales, après, on peut avoir un super quiz, mais si les sales ne suivent pas, derrière, on n'aura pas de résultat. Donc, d'où l'importance de bien structurer sa sales team et d'être bien chaud en closing, quoi. Exactement. De toute façon, tu peux avoir le meilleur moteur du monde. S'il y a une pièce qui est défaillante, il y a une pièce qui est défaillante. S'il y a un mauvais réglage, on ne tournera pas à plein régime. Hein. Donc, de toute façon, il ne faut pas oublier que les sales, le pôle commercial, c'est le moteur de la boîte. Le carburant, c'est le cash. Et le marketing, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est la carrosserie. Hein. C'est ce qui rend le truc beau. Donc, ce n'est pas le marketing qui fait rentrer du cash, chers amis. Hein. Ce n'est pas avoir plus de leads qui fera que votre boîte sera plus rentable. Loin de là. Loin de là, loin de là. Croyance, malheureusement, pour beaucoup de gens. Bon, mais bon, c'est comme ça. C'est ça. Bon, bah, écoute, Gaëtan, on se retrouve très vite. Yes, on Et reste puis en à très contact. vite. Ciao, ciao.